Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le jeudi 4 octobre 2018 et depuis hier, enfin depuis même mardi, nous avons le spread BTP Bund à 10 ans qui est en baisse depuis qu'il a atteint les 300 points de base et on a des propos confiants de Powell qui, eh bien depuis hier soir, finalement hier même, eh bien font envoler les rendements américains, ce qui donne une force relative au dollar face aux devises majeures. On voit l'euro-dollar qui s'est enfoncé sous 1,15, on voit le GBP-USD qui s'est enfoncé sous 1,30, on voit l'AUD, le NZD qui ont inscrit des nouveaux plus bas annuels, le yen également face au dollar. Donc voilà, propos confiants de Powell sur l'économie américaine. Powell qui, nous allons le voir dans un petit instant, mais n'exclut pas une hausse des taux au-dessus du taux neutre, le taux neutre hein, qui est estimé par la Fed à 3%. Donc voilà, on va voir ça dans un petit instant. Tout de suite, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voici le briefing d'actualité, donc pas grand-chose hein, sur le plan fondamental, mis à part le fait que l'Italie, alors le gouvernement pardon de Rome a annoncé mercredi viser un déficit public de 2,1% du PIB pour 2020 et 1, pour 2021 au lieu de 2,4. Donc c'est encore une fois une révision à la baisse par rapport à mardi. Et on a encore une fois le gouvernement italien qui vise une croissance de 1,5% en 2019 pardon, 1,6 en 2020 et 1,4 en 2021 d'après le quotidien financier italien El Sol. Il Sol ou voilà, quelque chose comme ça. Concernant la macro américaine, donc on a la croissance de l'activité dans les services aux États-Unis qui a accéléré à 61,6 points en septembre. C'est son niveau le plus élevé depuis la création de l'indice composite en 2008. Donc ça c'est pour l'indice ISM, hein, c'est pas l'indice de market. Et donc pour ce qui est de la Fed, on a Jérôme Powell qui a déclaré hier que la Réserve fédérale pourrait relever les taux d'intérêt au-delà du niveau jugé neutre au vu de l'évolution extrêmement positive de l'économie américaine. Voilà, donc marché obligataire américain qui baisse. Forcément, ça a fait quelques petites secousses en intraday sur Wall Street. Néanmoins, ils ont quand même réussi à clôturer dans le vert ces indices américains. Mais il y a un moment ou un autre, de toute façon, où voilà, la baisse du marché obligataire, normalement il y a une corrélation historique avec le marché action, donc qui dit baisse du marché obligataire dit normalement baisse du marché action. Pour le moment ce n'est pas le cas parce que le marché obligataire a été inondé de liquidités, mais voilà, à force de normaliser les politiques monétaires, la Fed, la Banque du Canada et prochaine sera la BCE, eh bien il y aura beaucoup moins de liquidités sur les marchés et voilà, on peut juger que l'année prochaine ça va être beaucoup plus compliqué pour les marchés actions, même si voilà, il n'y a pas de quoi anticiper un crack. Et concernant le pétrole, alors, on a une information de Reuters qui, d'après une source russe, indique que la Russie et l'Arabie Saoudite ont conclu entre eux en septembre un accord d'augmentation de la production pétrolière afin de freiner la hausse des prix et en ont informé les États-Unis. Donc en clair, ce serait pour compenser la baisse de production de l'Iran, sauf que, eh bien oui, on ne sait pas de combien de barils les exportations iraniennes vont baisser. Parce que l'Iran, concrètement, elle peut dire ce qu'elle veut. Il n'y a pas de. C'est ça le problème du marché du pétrole, c'est que c'est un marché facilement. Alors facilement, c'est manipulable. Concrètement, voilà, les pays donnent les informations qu'elles souhaitent. C'est-à-dire que voilà, l'OPEP dit on produit tant, mais il n'y a aucune institution qui va vérifier la production des pays membres de l'OPEP. Donc en fait, l'OPEP peut dire ce qu'elle veut et pour faire varier les cours de pétrole, ce qui n'est pas forcément vrai. Voilà, maintenant on se base sur le principe que les informations qui sont données sont véridiques. Et, euh, et donc voilà, en tout cas on a la Russie qui a augmenté sa production en septembre, l'Arabie Saoudite également, mais voilà, de, les deux en tout ont peut-être augmenté de 300 000 barils par jour, 300 000 barils par jour, et on ne sait pas réellement de combien la production de l'Iran pourrait chuter. Ça peut être de 1 million de barils par jour, ça peut être plus, ça peut être moins. Si on tranche un petit peu le consensus, enfin les différents consensus entre 500 000 et voilà, 300, 500 000 et 1 million. Donc si on coupe par rapport en deux, on va dire que la production iranienne a des chances de baisser de 750 000 allez, barils par jour lors de la reprise des sanctions financières américaines le 4 novembre prochain.
Voici le résumé des sciences américaines asiatiques. Donc DXY en hausse, hein, on a eu le rendement, regardez le rendement ce matin du 10 ans américain qui prend 13 points de base par rapport à hier matin. 13 points de base, il est à 3,21, il a même inscrit un plus haut à 3,21%, 3,21% qui est un plus haut depuis mi-2011. Donc forcément, le DXY en hausse. On va voir les corrélations entre le DXY et les différents spreads obligataires et même le rendement à 10 ans. Ça va être assez intéressant. Dow Jones, S&P, Russell, voilà. Marché action dans le vert avec une surperformance des small caps. On le voit, le Russell 2000. Ce matin, donc 10 ans, comme je vous l'ai dit, qui est en hausse. Tant que ce 10 ans est en hausse, on va avoir une force du dollar non négligeable. Surtout que c'est pas simplement une hausse. Hier, ce qu'on a eu, c'était la plus importante hausse en plus d'un an sur le 10 ans américain. Et en plus de cela, c'était un nouveau plus haut annuel. Donc c'est pas seulement une hausse, c'est une hausse qui est symbolique. Donc ce matin, on a le yen qui progresse, le gold, le Nikkei qui sont dans le rouge et comme vous savez, la Chine qui est fermée, enfin les marchés actions chinois qui sont fermés toute la semaine. Donc le Shanghai Composite ne cote pas. Et au niveau du calendrier économique, 9h30, indice PMI de la construction. Nous aurons des chiffres liés au chômage aujourd'hui, parce que je vous rappelle que demain, il y a les chiffres NFP. Alors le chiffre NFP avec le salaire moyen et le taux de chômage. Il y aura un webinaire spécial pour cet événement d'ailleurs que j'aurai le plaisir d'organiser. Donc demain, webinaire spécial NFP. Donc ces chiffres du chômage seront assez importants. Et voilà, on aura quelques chiffres mexicains avec notamment une décision sur les taux d'intérêt et ça sera tout. On voit ce matin, on a les devises Como qui sont en baisse. Hein, forcément, dès qu'on a des taux américains qui remontent, enfin les rendements américains pardon qui remontent, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des pressions sur les matières premières puisque le dollar augmente. Donc ça fait des pressions non inflationnistes, baisse des cours des matières premières et donc forcément ces devises Como qui sont impactées. Et on voit le yen, le GBP, le CHF, l'euro, voilà, qui on va dire surperforme entre guillemets le dollar, mais c'est simplement parce que si vous regardez hier, l'USD yen, on a eu un nouveau plus haut annuel. Le GBP USD était revenu sous 1,30, l'euro dollar est revenu sous 1,15. Alors que faire du coup sur l'euro dollar? Parce que finalement on a le spread BTP Bund à 10 ans qui est en baisse depuis les 300 points de base, mais dans le même temps on a le 10 ans américain qui est en hausse. Donc que faire? Vous voyez, eh bien c'est ce que nous allons voir dans un petit, enfin tout de suite même. Voilà, donc on va regarder l'étude de corrélation. Ce qu'on a là, c'est voilà, c'est ça que je vous fais voir. Donc devant nous, on a le DXY ici et on a la corrélation à 20 jours entre le DXY et le BTP Bund à 10 ans, qui est de 82%. La corrélation entre le DXY à 20 jours et le T-Note Bund, 56%. Et enfin, la corrélation entre le DXY et le 10 ans US, qui est à 81%. Donc là, c'est sur 20 jours. Sur 200, donc là, sur 20 jours, on voit que les deux corrélations les plus importantes à suivre, c'est finalement le spread BTP, enfin, les actifs finalement qui ont le plus d'impact sur le DXY, c'est quoi? C'est le spread BTP Bund, corrélation 82%, on voit sur 20 jours, et le 10 ans américain. Ensuite, on voit que l'écart de rendement entre le 10 ans US et le 10 ans allemand, bon, il y a une corrélation positive qui est de 57%, mais c'est pas lui qui va finalement être le plus impactant. Et si on regarde sur 200 jours, voilà, 200 jours, la corrélation la plus importante, c'est ce DXY et ce BTP Bund, et en plus de cela, c'est celle qui est la plus fiable, parce que regardez dans le temps, finalement, elle est plutôt stable. Alors que par exemple, celle-ci, qui est la corrélation entre, je rappelle, le DXY qui est le spread T-Note Bund à 10 ans, d'accord? Certes, elle est à 83%, mais vous voyez que elle varie beaucoup dans le temps. Vous voyez, elle oscille. Elle oscille depuis le début de l'année. Elle passe négatif puis positif. Donc on peut pas, enfin, du coup, ça, c'est un petit peu un point faible pour utiliser ce spread T-Note Bund pour le trading du DXY. Et enfin, la corrélation à 200 jours entre le DXY et le 10 ans US, elle est de 86%. Donc là, encore une fois, vous voyez que la corrélation la plus importante, c'est le DXY avec le BTP Bund, puis DXY avec le 10 ans. Et le 10 ans, vous voyez que, bon, là aussi, il y a une corrélation qui fluctue, qui change, peut-être beaucoup moins que cette deuxième corrélation qui est le T-Note avec le Bund, mais quand même, vous voyez qu'ici, elle a été devenue neutre en mai, elle est devenue négative, alors que celle
Bund avec le BTP, ouais, il faut revenir à octobre 2016 pour qu'on ait vraiment un changement de corrélation. Donc voilà, en fait, l'actif qui est le plus corrélé pour le moment, enfin la courbe qui est la plus corrélée au DXY, c'est le BTP Bund, que ce soit sur 20 ou 200 jours, et en plus c'est la plus fiable puisque dans le temps finalement elle reste positive la plupart du temps. En tout cas depuis octobre 2016 comme on l'a vu. Alors que les autres, bon, il y a une corrélation qui est quand même assez forte, on le voit, 83, 86% sur du long terme, donc c'est pas négligeable, mais on voit quand même que ça varie dans le temps. Donc j'ai envie de dire, il y a deux choses à surveiller, hein. C'est avant tout le BTP Bund pour le DXY et ensuite le 10 ans américain. Mais celui entre le T-Note et le Bund n'a pas énormément d'impact. Pareil pour l'euro-dollar, si on regarde, euro-dollar, la corrélation la plus négative, c'est encore une fois ce spread BTP Bund avec le DXY, moins 90%. Ce qui indique que, bon bah, comme je vous l'explique depuis maintenant pas mal de temps, hausse du spread BTP Bund dit baisse de l'euro. Mais on a également, on le voit, ces deux autres corrélations qui sont assez importantes, en tout cas non négligeables. C'est pas les plus importantes, mais elles sont pas négligeables. 83 pour la corrélation entre le DXY et le spread T-Note Bund à 10 ans, et 86-87% pour la corrélation entre le DXY et le 10 ans US. Voilà, donc ce qu'il faut surveiller finalement hein, pour l'euro-dollar, c'est quoi? C'est le spread BTP Bund et 10 ans US. Si les deux sont haussiers, l'euro flanche. Voilà, l'euro, c'est baissier. Et même le GBP, hein, on peut même mettre le GBP. Regardez, GBP USD. Concrètement, on retrouve les mêmes corrélations. Hein, moins 91, moins 90%. Vous voyez. Donc, en clair, hausse du spread BTP Bund, hausse du rendement, hausse du 10 ans US, dit baisse de l'euro, baisse du GBP, en fait, baisse de presque toutes les devises majeures face au dollar USD. Dollar USD s'apprécie dans ce contexte. Et à l'inverse, si on a une baisse du spread BTP Bund et une baisse du 10 ans US, on a donc une hausse de l'euro, une baisse du dollar. Voilà, et actuellement, qu'est-ce qu'on a depuis mardi? Depuis mardi, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on regarde cela. Donc, depuis mardi, on a une baisse du spread, mais par contre, le 10 ans US qui augmente. Donc, en fait, on a des signaux qui divergent pour le DXY, pour l'euro-dollar. Alors, sur du moyen terme, si on se sert la moyenne mobile à 50 périodes pour avoir une tendance de moyen terme, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 ans US qui est haussier et on a le spread qui est également haussier. Donc, à la rigueur, à moyen terme, ça semble plus cohérent qu'on ait une baisse de l'euro. En tout cas, tant que ces deux courbes sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Maintenant, on le voit qu'à court terme, depuis mardi, on a des signaux qui divergent. On a des signaux qui divergent parce que le spread baisse. Après BTP Bund baisse, donc ça c'est positif pour l'euro, mais on a en même temps le 10 ans américain qui est haussier, donc ça c'est négatif pour l'euro. Vous voyez, donc c'est honnêtement l'euro dollar, GBP USD pareil, c'est très compliqué de les trader en ce moment parce que tout dépend de ces deux valeurs, BTP Bund et 10 ans US. Voilà, donc c'est compliqué de vous donner un plan de trading. Par contre, on voit que les devises Como, AUD, NZD, encore une fois, honnêtement, écoutez, c'est des devises qui se shortent. Hein. Je cesse de le répéter depuis maintenant pas mal de semaines. Mais voilà, pour ceux qui ont suivi un petit peu les euh, achats euro AUD, achats USD AUD, vente AUD CAD, voilà. Ou pareil face au NZD, eh bien, ce sont des paires qui sont, je dirais pas facilement gagnantes parce qu'il n'y a rien de facile, mais vous voyez qu'il y a pas eu vraiment de moment délicat, on va dire, dans ces trades. C'est-à-dire que voilà, on a l'AUD et le NZD qui sont impactés par la hausse des taux de la Fed, hausse des taux de la Fed qui soutient le dollar, qui fait pression sur les matières premières et qui donc impacte ces devises Como. En plus de cela, on a la guerre commerciale qui impacte les matières premières et enfin, on a de la volatilité quand même, on a des émergents qui sont leurs économies sont assez tendues en raison encore une fois de la hausse des taux de la Fed et de par leur situation géographique, hein, l'AUD et le NZD, enfin l'Australie et la Nouvelle-Zélande, eh bien, ont beaucoup de commerce avec ces devises, avec ces économies émergentes. Donc, vous voyez que finalement, d'un point de vue fondamental, on n'a pas vraiment, enfin,
ces deux économies, Australie et Nouvelle-Zélande, sont pas mal impactées, que ce soit par la Fed ou par les décisions politiques américaines. Et en plus de cela, d'un point de vue macroéconomique, disons que c'est pas comme le Canada. C'est-à-dire que oui, c'est pas mauvais leur situation catastrophique, loin de là, mais ils n'ont pas encore la situation macroéconomique suffisante pour monter les taux d'intérêt. Voilà. Donc disons que c'est pas comme s'ils avaient une situation macroéconomique comme le Canada lorsque il n'y avait toujours pas d'accord de l'ALENA qui était trouvé, où la Banque du Canada était, vous voyez, un petit peu entre deux étaux, c'est-à-dire que dans le même temps, elle avait une situation macroéconomique qui lui permettait de monter ses taux, mais dans le même temps, on avait des incertitudes au niveau de l'ALENA. Donc forcément, les perspectives à moyen terme étaient assez floues. Donc pour une banque centrale, c'est pas forcément meilleure chose. Donc on n'est pas du tout dans la même situation entre l'AUD et le NZD qu'avec le CAD il y a encore un mois. Encore de cela un mois ou même 2 ou même 3. Voilà, donc c'est pour ça que l'AUD et le NZD, moi j'ai des perspectives plutôt négatives pour du court, moyen et long terme, d'autant plus que, voilà, on le voit, hein, on a des discussions entre les États-Unis et la Chine qui pourraient reprendre lors du G20 en fin novembre, début décembre. C'est ce que nous a indiqué un officiel américain mardi. Donc vous voyez, c'est-à-dire que finalement, alors peut-être qu'il y a des discussions entre eux, voilà, secrètement, mais en tout cas publiquement, il n'y a pas d'avancée positive entre les deux. Il n'y a qu'une escalade. Et puisque il y a eu un nouvel accord de l'ANA qui a été trouvé, ça devrait permettre à l'administration américaine d'être dans une situation plus confortable, parce que forcément, elle peut, comment dire, se reposer sur ce nouvel accord et voilà, s'en servir pour, comment dire, et bien pour montrer à la Chine qu'elle va pas, que les États-Unis ne vont pas, comment dire, renoncer à des exigences, puisque les États-Unis finalement, enfin l'administration de Trump, dans les renégociations de l'ALENA, eh bien ont réussi à finalement à faire signer enfin à faire approuver leurs partenaires mexicains et canadiens de leurs exigences concernant les voitures, on l'a vu, le marché laitier canadien, voilà. Donc concrètement, c'est un signal fort qui a été envoyé par les États-Unis envers la Chine, et à mon avis, l'administration américaine va en profiter pour justement temporiser encore plus dans les discussions entre Washington et Pékin. Donc voilà, pour ma part, les perspectives de la guerre commerciale sont pour un moment négatives et ne s'améliorent pas du tout. Et c'est pour ça que finalement l'AUD et le NZD resteront sous pression. Et donc, voilà, pour limiter le risque, encore une fois, au lieu d'acheter que de vendre, pardon, l'AUD que face à une seule devise, eh bien, voilà, la stratégie maintenant depuis pas mal de semaines, c'est de shorter l'AUD ou le NZD face à plusieurs devises. En fait, pour faire comme un index. C'est-à-dire qu'au lieu de, par exemple, se décider de vendre l'AUD face au dollar américain ou face au dollar canadien ou face à l'euro ou face à la livre sterling, peu importe, eh bien, l'idée, c'est de vendre cet AUD et le NZD face à un panier de devises. Ce qui permet, vous voyez, au lieu d'avoir, par exemple, imaginez vous décidez, voilà, d'acheter l'euro AUD. Imaginons, d'accord? Vous aviez décidé d'acheter l'euro AUD il y a un an. Eh bien, au lieu d'acheter seulement l'euro AUD où vous voyez qu'il y a des fluctuations assez importantes, l'idée, c'est par exemple de vendre l'AUD face à plusieurs devises. Donc, par exemple, vous achetez l'euro face à l'AUD, vous achetez le dollar USD face à l'AUD, donc c'est l'inverse de l'AUD USD. Vous achetez le dollar canadien face au dollar AUD, voilà, rien que ces trois paires par exemple, et vous voyez que vous avez une droite qui est tout autant haussière, et pourtant, vous voyez, on a des fluctuations, on va dire un peu plus aplaties, enfin oui, finalement moindres. Donc on a moins de volatilité, ce qui permet d'aplatir, en fait, de lisser un petit peu votre performance, votre equity, la courbe de votre balance, de votre compte de trading. Et en plus de cela, imaginons, voilà, comme je voulais, en même temps que c'est l'AUD, l'idée c'était de faire la même chose sur le NZD, hein. Et regardez,
on fait les mêmes choses. Donc plus Euro NZD, plus USD NZD, plus CAD NZD. Et vous voyez, vous avez une devise qui est tout autant haussière, et pourtant, vous avez voilà, des fluctuations qui sont un petit peu moins importantes. Voilà, donc l'idée en fait, c'est comme un panier, hein, finalement, c'est comme un panier de devises. Si vous voulez shorter l'AUD index, qu'est-ce que c'est l'AUD index? C'est l'AUD face à tous les devises majeures. Puisque l'AUD index n'est pas tradable, bah, ça peut pas se trader directement. Et bien pour avoir quelque chose qui ressemble à l'AUD index, eh bien faut faire globalement la même chose. Maintenant, on n'est pas obligé de vendre l'AUD face à toutes les devises. Si par exemple on a une perspective négative face sur le franc suisse ou sur le yen par exemple, hein, eh bien autant les exclure, vous voyez, autant ne pas vendre l'AUD face au CHF ou au yen. Mais voilà, si par exemple vous avez des perspectives à moyen terme, imaginons sur l'USD, sur l'euro, sur le CAD, sur le franc suisse par exemple, sur ces quatre devises vous avez des perspectives positives, mais face à l'AUD mais sur l'AUD et le NZD vous avez des perspectives négatives, eh bien rien ne vous empêche d'acheter ces quatre paires face à acheter ces quatre devises face à ces deux autres. Vous voyez, ce qui va permettre encore une fois d'aplatir votre risque et de en fait avoir encore une fois une courbe de votre equity qui est beaucoup plus on va dire régulière et qui fluctue beaucoup moins. Voilà, donc ça c'était juste une parenthèse. C'est une technique un peu de money management, voilà, pour diminuer votre risque finalement. Euh, donc voilà, c'était une petite parenthèse. Je reviens sur les marchés. On voit que le yen, le GBP surperforme. Encore une fois, l'AUD et le NZD sous-performent ce matin. On a un nouveau plus bas annuel sur l'AUD USD. Voilà, 0,7080. Je rappelle, hein, la perspective sur l'AUD USD, elle est extrêmement négative pour ma part. Je pense qu'on peut revenir à terme à 0,6827. Hein. Voilà. Et donc, tout croisement à la baisse de la moyenne mobile à 20 jours, croisement du stochastique, c'est un signal, enfin, ce sont des signaux de vente. Le NZD, pareil, croisement à la baisse de la moyenne mobile à 20. Le stochastique également, c'est des signaux baissiers. La perspective du NZD, donc là, on voit qu'on a un support à 0,65 sur lequel le kiwi enfin, le dollar néo-zélandais, pardon, avait rebondi. On voit la semaine du 10 septembre, mais bon, ça semblerait qu'une question de quelques séances pour qu'on ait cette cassure de ce support. Et si on a de cassure, ça sera un nouveau signal baissier, direction les plus bas, c'est-à-dire à 20, c'est-à-dire à 0,62 à peu près. Et encore une fois, dans ces stratégies de tendance, le mieux c'est de pas mettre de take profit. Alors ça peut paraître dangereux comme dit comme cela, mais finalement, au lieu de prendre des take profit trop tôt, autant suivre la tendance et remonter, enfin du coup diminuer votre stop petit à petit. Vous voyez, vous mettez votre stop dans une tendance baissière finalement au-dessus du récent sommet. Et voilà, vous le descendez petit à petit jusqu'à temps que le cours s'inverse. Comme ça au moins vous êtes sûr de profiter de toute la tendance. Parce que qui peut savoir avec certitude quand est-ce qu'une tendance va se renverser? Personne. On peut avoir des idées, voilà, on a des niveaux de support de résistance, il y a des techniques qui permettent d'évaluer, de mettre des probabilités de son côté, mais finalement on ne peut pas être certain. Et pour ceux qui, par exemple, ont vendu le NZD USD, imaginons à ce moment-là, et compris leurs bénéfices à ce moment-là et qui sont jamais re-rentrés, eh bien, c'est dommage finalement. C'est dommage. Donc, voilà, dans une stratégie de tendance, le mieux, c'est de mettre le stop au-dessus du récent sommet. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez imaginons votre signal vendeur ici, vous avez votre stop. Imaginons à ce moment-là, d'accord? C'est vraiment un titre indicatif. Hein. Mais imaginons donc, hop, je vais le mettre en orange et je vais le mettre en gros pour que ça soit bien, ça se voit bien. Voilà, donc imaginez, vous avez votre vente ici, vous mettez votre stop au-dessus du récent sommet. Vous n'avez pas de take profit, d'accord? Maintenant, rien ne vous empêche de prendre des petits bénéfices de temps en temps. Hein. C'est bien psychologiquement d'en prendre. Mais voilà, vous avez votre stop ici. Donc vous attendez en fait finalement qu'il y ait un nouveau pic qui est inscrit pour descendre votre stop. Donc initialement, vous avez votre stop à ce niveau de prix. Ensuite, dès que vous avez cette nouvelle baisse, vous voyez, vous allez mettre votre stop au-dessus de ce récent sommet. Donc vous le redescendez. Vous avez la nouvelle baisse, hop, le nouveau breakout, stop au-dessus du récent sommet.
Nouveau breakout, vous voyez ici, stop au-dessus du récent sommet. Nouveau breakout à 0,65, stop au-dessus du récent sommet, etc., etc. Donc en fait, vous diminuez petit à petit votre stop et votre stop sera atteint lorsqu'il y aura un renversement de la tendance. Voilà. Donc ça, c'est honnêtement la meilleure stratégie pour gérer son stop, je pense, hein, dans une stratégie de tendance. Puisque, encore une fois, personne ne sait quand est-ce qu'une tendance va se terminer. On peut avoir des idées, mais finalement, dans une stratégie de tendance, voilà, on ne sait pas, on ne peut pas être certain du niveau de prix auquel le cours va s'inverser finalement. Donc ça serait une mauvaise idée de trader AUD yen et NZD yen. Non, pas du tout. Si vous êtes par exemple haussier sur le yen, mais vendeur sur l'AUD et le NZD, vous pouvez très bien vendre l'AUD yen et le NZD yen. Maintenant, sachez que c'est pas que la diversification. Enfin, vous allez, oui, il va y avoir une certaine diversification, mais c'est pas totalement la diversification, c'est-à-dire que vous annulez pas, c'est pas du hedging, d'accord. On l'a très bien vu avec cette courbe. Mince, j'ai supprimé pour le coup. Donc vous en souvenez, on avait l'euro UD avec la courbe de l'euro UD, l'USD UD, le CAD UD, etc., etc. Vous voyez qu'elles se ressemblaient énormément quand même. Il y avait globalement les mêmes mouvements, mais avec une amplitude plus faible. Donc il y avait quand même une corrélation. Donc c'est pas la diversification des stratégies. Ça vous permet simplement de baisser cette volatilité qu'il peut y avoir lorsqu'il y a des mouvements. Parce qu'encore une fois, un indice, c'est beaucoup moins volatile qu'une action, hein. Pourtant, il y a cette action dans l'indice. Et pourquoi l'indice est moins volatile? Parce que il n'y a pas qu'une seule action dans un indice. Il y en a peut-être 30 comme Dow Jones, 500 comme le S&P. Donc l'idée, c'est de faire la même chose. C'est-à-dire que vous avez une tendance, et plus vous allez les mettre d'actifs dans cet indice, la tendance va globalement rester la même, sauf que l'amplitude va être moindre. L'amplitude, enfin la volatilité des amplitudes, oui, voilà, va être réduite. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous diversifier. Vous allez vous concentrer en fait sur la vente de l'AUD. Puisque vous vendez l'AUD face à l'euro, vous vendez l'AUD face au dollar USD, vous vendez l'AUD face au CAD ou au CHF, etc., etc. Donc vous vous concentrez sur l'AUD, mais vous ne vous diversifiez pas. Par contre, ça permet d'atténuer euh, les mouvements, les bruits qui sont générés par la BCE, par la Fed ou par la Banque du Canada. Ou voilà. Finalement, ça permet de s'isoler sur l'AUD. Mais en aucun cas, c'est de la diversification. Marcel qui me dit à cause de la correction, oui, mais les trois sont baissiers sur les indices. Alors, les trois sont baissiers sur les indices. Comment Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer J'ai pas tout suivi. Donc, ça serait une mauvaise idée de trader AUD yen et NZD yen. Bien, si vous vendez l'AUD yen et le NZD yen, c'est pas une mauvaise stratégie en soi. Si par exemple vous avez vous voulez vendre l'AUD et le NZD, d'accord, euh, mais au lieu de par exemple mettre 10 lots sur chaque position, eh bien vous pouvez en fait splitter, séparer cette taille de position sur plusieurs paires. Donc par exemple, au lieu de mettre 3 lots à la vente sur l'AUD yen, 3 lots à la vente sur le NZD yen, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes par exemple haussier sur le yen, mais également haussier sur le franc suisse et le dollar, imaginons, hein, eh bien au lieu de mettre 3 lots à la vente sur l'AUD yen, vous allez vendre l'AUD yen, vendre l'AUD USD, vendre l'AUD CHF, un lot sur chaque, ce qui fera la même taille de position, 3 lots, sauf que vous allez être sur 3 paires différentes. Vous allez vendre 3 fois le yen, mais vous allez acheter 3 devises différentes dont vous êtes haussier. Et voilà, encore une fois, AUD yen, je vais vous faire un exemple. On va comparer avec AUD yen plus AUD USD plus AUD CHF. Alors, attendez. AUD yen, AUD USD. Alors, pourquoi c'est... Alors, il doit y avoir un problème là. Euh... Ah, voilà. Je pense que c'est ça. Alors, non, ça doit pas être ça.
Alors pourquoi c'est aussi collé? J'ai l'impression que l'addition ne s'est pas faite. Ah oui, d'accord, c'est parce que le yen, vous savez, il y a deux décimales. Il y a deux décimales alors que les autres paires, c'est 4. Donc en fait, faut voilà, faut faire hop, AUD yen divisé par 4. Divisé par 4, non, divisé par 2. Ouais, non, par 4, excusez-moi. Tac, tac. Par 4. Non, qu'est-ce que je dis? Par 10. Et ensuite, voilà. Là, vous avez la courbe. Si vous décidez finalement de vendre, vous de splitter votre position sur AUD-USD, AUD-Yen, AUD-CHF. Vous voyez que vous avez des amplitudes qui sont beaucoup moins importantes et pourtant vous avez une performance qui, vous voyez, est finalement quasiment équivalente. Sauf que la volatilité l'est moindre. Si on met un indicateur par exemple ATR, bon là on est plutôt dans le sujet éducatif pour le coup. Voilà, on va en mettre deux. On va mettre un sur donc la UD yen et l'autre, le second, qui devrait être appliqué. Bon, tant pis. Je pense que vous avez compris l'idée. De toute façon, la volatilité est moindre quand vous tradez un indice que quand vous tradez un action. Eh bien, c'est pareil si vous tradez un panier de devises plutôt qu'une simple paire. Voilà. Donc, je viens au sujet éducatif parce que, enfin, au point de marché parce qu'il est quand même 34 et on n'a pas beaucoup avancé. Donc, nouveau plus bas pour NZD-USD, nouveau plus bas pour l'AUD-USD, nouveau plus haut pour l'USD-Yen. Donc voilà, les devises Como qui sont clairement sous pression. Ces devises Como se vendent donc AUD et NZD face à l'euro, face au dollar US, face au CAD. Voilà, moi personnellement l'euro-dollar à court terme, ça me semble assez compliqué de le trader, mais en tout cas j'ai des perspectives plutôt haussières sur l'euro, comme vous savez à moyen long terme, tant que le dollar index qu'on a ici, dollar index équipondéré, est sous cette oblique. Donc là on voit qu'il est en train de le tester en intraday, qu'il a même dépassé pardon hier. Nous attendrons quelques chandeliers au-dessus de cette oblique pour confirmer le breakout. D'accord? Quand plus on a une résistance importante, plus il faut des confirmations de signaux. Et un simple chandelier, alors que cette oblique a fait office de résistance pendant plus de 2 ans, ce n'est pas suffisant un chandelier journalier. Donc voilà. Attendons encore une ou deux séances. Attendons également une confirmation du DXY parce que pour le moment le DXY, vous voyez, qui n'a pas inscrit un nouveau plus haut. D'accord? On a une sortie par le haut de ce range, mais on n'a pas de nouveau plus haut. Donc là, concrètement, le DXY qui a une perspective encore haussière. Si demain, imaginons la DXY qui inscrit un nouveau plus haut annuel et que l'USD équipondéré également inscrit un nouveau plus haut annuel et confirme ce breakout, là, dans ce cas-là, ce sera boule dollar. Il faudra revoir les stratégies baissières sur le dollar USD. Voilà. Maintenant, en attendant, on voit que, eh bien, finalement, on a le GBP qui consolide, l'euro qui est en baisse. Bon, il rebondit depuis mardi parce que vous savez que cet euro est corrélé au spread BTP Bund. Mais finalement, l'euro, il est sans tendance depuis un mois. Si on doit faire un bilan sur un mois, vous voyez qu'il est, il est neutre. Hein. Il n'a pas vraiment évolué, cet euro index. L'AUD en baisse, le NZD en baisse, le yen pareil, yen en baisse. Yen en baisse et le CAD qui est en hausse. Donc voilà. Pour le moment, c'est le CAD qu'il faut acheter. Moi, j'ai des perspectives haussières sur du court, moyen terme pour le moment sur le CAD. L'USD, je pense qu'on peut pas se mettre à contre-tendance. Ces perspectives haussières à court terme. Maintenant, si on regarde le spread BTP Bund et le 10 ans US, on a des signaux qui divergent, comme on l'avait au début du webinaire. Le DXY est corrélé positivement au spread BTP Bund et au 10 ans américain. Or, le 10 ans américain est haussier, mais le spread BTP Bund
depuis mardi est baissier. Donc on a des signaux qui divergent. Donc pour moi, le dollar US, c'est assez compliqué de le trader. Voilà. Donc si je devais un petit peu me positionner ce matin, je continuerai à privilégier l'achat CAD parce qu'on est dans une tendance haussière. On a les cours de pétrole qui sont encore haussiers. Voilà, donc je vois pas pourquoi le CAD se vendrait à ce niveau de prix. Et à l'inverse, l'AUD et le NZD sont encore une fois des devises qui m'intéressent avant. Donc CAD, AUD CAD, NZD CAD, qui sont des paires que j'avais annoncé en début de semaine. Et bien voilà, pour un moment, ça confirme. La tendance baissière est clairement, elle est indiscutable, hein. Elle est indiscutable, que ce soit sur du journalier ou de l'hebdomadaire, vous voyez. C'est un couteau qui tombe, hein, cette AUD CAD. Donc voilà, l'AUD CAD, dans l'idée, on vient chercher les 0,85. Ça semble assez loin comme cela, mais voilà, c'est concrètement possible, hein, qu'on a cherché ce niveau de prix. En tout cas, comme encore une fois, puisqu'on ne peut pas savoir quand est-ce qu'une tendance va s'inverser, le mieux, encore une fois, pour gérer sa position, c'est de diminuer, enfin d'adapter son stop finalement, au lieu de prendre ses bénéfices à un certain niveau de prix, puisque ça se trouve finalement le cours va faire le triple de la distance. Et c'est dommage finalement, puisque vous étiez positionné au début d'une tendance, mais vous avez pris vos bénéfices trop tôt. Donc le mieux c'est de surfer sur la tendance. Vous positionnez, vous surfez sur la tendance et vous attendez, voilà, que la tendance se termine. Un peu comme vous voyez le surf. Alors j'ai jamais fait de surf, mais finalement un surfeur, qu'est-ce qu'il fait? Il se positionne sur la vague et bon, je sais pas, j'y connais rien en surf, hein, mais vous avez vu l'idée. Finalement, le surfeur, il tombe de sa planche lorsque la vague est terminée. Bah, eh bien, écoutez, là, c'est pareil. Dans le trading tendance, faut voir un petit peu la même chose. Vous positionnez au début, plutôt la tendance, finalement. Et lorsque vous êtes dedans, c'est bête de sortir lorsque il y a encore peut-être 2 mois de tendance baissière, vous voyez. Donc voilà. NZD CAD, même topo, c'est baissier. Voilà, baissier. Là, on a un support à 0,83 à peu près. Vous voyez, c'était le plus bas de septembre 2015. Mais honnêtement, on peut aller chercher beaucoup plus bas. Alors peut-être ça va être 0,8, le point bas. Peut-être qu'on va avoir un rebond, un renversement de tendance à 0,8. Peut-être qu'on va avoir à 0,75. Peut-être à 0,70. Honnêtement, personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir. En tout cas, on a des supports. Ces supports permettent d'avoir soit des nouveaux signaux baissiers en cas de breakout, ou soit prendre quelques bénéfices. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on est dans une tendance qu'on n'est pas forcément obligé de prendre quelques bénéfices à certains moments, d'accord. Mais voilà, en tout cas, ça se trouve c'est une bonne stratégie de prendre tous ces bénéfices maintenant parce que on a fait le point bas. Mais ça se trouve le point bas sera fait dans 6 mois ou dans 3 mois ou dans un an ou peut-être aujourd'hui. Voilà, on ne sait pas. Donc à vous de gérer votre stop, mais en tout cas la tendance elle est clairement baissière sur le graphique hebdo, sur le graphique journalier. Donc voilà, c'est dans ce sens qu'il faut se positionner. Alors Raymond qui me demande, pardon, pourriez-vous réexpliquer, alors, je vois pas toute la, alors, excusez-moi, j'augmente donc la taille, alors, pourriez-vous réexpliquer le lien entre bonne santé économique et hausse des taux, s'il vous plaît? Alors, bonne santé macroéconomique et surtout bonne inflation, inflation qui converge vers l'objectif de la Banque centrale. Alors, pas obligé que l'inflation soit au taux de la banque, à l'objectif de la Banque centrale, parce que si vous regardez la Fed elle a commencé à remonter ses taux bien avant que l'inflation soit à 2%. Hein. Donc c'est pas parce que l'inflation en zone euro ou voilà, peu importe la, la région concernée, pas parce que l'inflation n'a pas atteint l'objectif qu'on va pas avoir d'hausse des taux. Donc qui dit bonne situation macroéconomique dit que la Banque centrale va remonter ses taux parce qu'elle a tout intérêt à remonter ses taux. Pourquoi elle a intérêt à remonter ses taux? Parce qu'en cas de secousse, en cas de nouvelle crise, comment la Banque centrale va stimuler le marché si elle a déjà toutes ses politiques accommodantes en place? Elle ne peut pas faire plus, théoriquement. Donc, voilà, les banques centrales sont accommodantes lorsque l'économie en a besoin, mais dès que l'économie n'en a plus besoin, les banques centrales ont tout intérêt à remonter, à durcir leur politique monétaire. Comme ça, en cas de nouvelle secousse, ces banques centrales pourront à nouveau, euh, entre guillemets, dévaluer leur monnaie, stimuler l'économie officiellement pour, eh bien voilà, en baissant leurs taux, en mettant en place des QE. Donc voilà, dès que la situation macroéconomique leur permette, les banques centrales ont tout intérêt à durcir leur politique monétaire pour que, en cas de nouvelle secousse, elles puissent à nouveau venir en aide à l'économie. Si cette banque centrale a déjà toutes les mesures accommodantes qu'elle peut et qu'il y a une nouvelle crise, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Cette banque centrale, elle ne peut rien faire. Donc voilà.
Alors, salut Valentin, donc bonjour à vous Rémi, penses-tu que le yen va repartir en haut de son range? Bien écoutez, ça semble assez compliqué d'un point de vue de l'analyse technique. Vous voyez que le yen, bon, il profite hein, dans ce contexte de, comment dire, un petit peu tendu au niveau du spread BTP Bund. On voit que les situations en Italie, voilà, créent un certain climat d'aversion pour le risque, en tout cas sur les devises. Je vous rappelle que le yen et le franc suisse ainsi que le dollar sont les trois devises qui surperforment, qui sont les plus haussières depuis le début de l'année, il me semble, hein. Regardez, year to date, USD, donc USD devise à plus haussière depuis le début de l'année, suivi par le yen et le franc. À l'inverse, vous voyez les devises Como, hein, c'est indiscutablement baissier. Donc le yen, le CHF, sur du long terme, reste quand même assez haussier. D'accord? Donc voilà, faut garder cela à l'esprit. On voit que le yen a du mal à voilà nous donner un signal clair parce que voilà, on a en début de semaine ou la semaine dernière, voilà, le 1er octobre, c'était lundi, on a un signal baissier, mais là, on a une nouvelle impulsion. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué de vous donner une direction avec certitude. Techniquement, le yen index est sous sa moyenne mobile à 200 jours et la lagging span sous son nuage. Donc ça, c'est baissier. Ça donne une indication baissière sur du moyen et long terme. Voilà. Euh, donc honnêtement, le yen, moi, je me positionne neutre actuellement. Est-ce qu'on va revenir en haut du range? Voilà, honnêtement, ça me semble assez compliqué de vous donner une stratégie. Voilà. Je ne me positionne pas tant qu'on n'a pas de signe technique. Alors, moi, je me fie avant tout à l'analyse technique. Et pour un moment, bon, je vois pas vraiment d'arguments qui viendraient enfin, justifier finalement un argument, enfin, une position haussière jusqu'en haut du range. Donc le yen, moi personnellement, je suis passé neutre. Voilà, je passe neutre sur le yen. Raymond qui me dit oui, il y a eu des cas de marche bien et les autres aussi, je les trade, mais écoutez, voilà, parfait, tant mieux, voilà, tant mieux. C'est vrai que voilà, la UD le NZD, encore, enfin même moi personnellement, quand on avait commencé à en parler, il me semble que c'était en mai ou en juin, hein. Mai-juin, on commençait voilà, à s'intéresser aux positions vendeuses sur la UD le NZD. Honnêtement, j'aurais donné peu de probabilité à ce que la UD le NZD soit encore aussi baissier en ce mois d'octobre. Ouais. Donc c'est pour ça que quand on trade une tendance, finalement, le mieux et peut-être c'est également le plus inconfortable parce que c'est compliqué de voir des bénéfices sans les encaisser, mais gardez à l'esprit que il faut laisser courir les gains. Et voilà, quand on est dans une tendance, quand on est dans le sens de la tendance, ce qui est bien, c'est qu'on est voilà, on est dans le sens du courant finalement. Donc on est porté par le momentum. Donc c'est pour ça que c'est bête finalement de prendre des bénéfices alors qu'on est peut-être finalement qu'au tout début d'une tendance. Donc voilà, au moins mettre des stops de plus en plus bas dans une tendance baissière ou de plus en plus haut, finalement le remonter petit à petit dans une tendance haussière, c'est peut-être finalement la meilleure stratégie pour profiter d'une tendance. Voilà, donc AUDNZD, quand je regarde ces index, moi personnellement, je ne peux pas être haussier. Peut-être qu'il y en a qui payent voilà les rebonds, euh, mais moi, quand je vois que cette ligne Espagne est sous le nuage, que le prix soit mobile à 200 et qu'en plus d'un point de vue de chartisme, on est avec des obliques baissières de plus en plus basses, ça c'est indication qu'on est dans un momentum baissier extrêmement important. Le NZD, c'est pareil. Le CAD, à l'inverse, le CAD, on a des signaux aussi assez importants sur du moyen long terme. Hein. Si vous le regardez sur du moyen long terme, le canal baissier depuis 2010, on y sort par le haut, lagging span au-dessus du nuage, prix au-dessus, moyen mobile à 50 et 200 jours. Voilà. De là, on teste, vous voyez que le CAD index teste son plus haut de 2017. Donc, on va peut-être avoir quelques prises de bénéfices sur les paires en CAD, mais ça ne change en rien que la tendance soit haussière. En fait, c'est même bien comme ça pour ceux qui ne sont pas à l'achat sur le CAD. Finalement, on va probablement même avoir une petite baisse sur les paires, enfin sur le CAD, lors des prochaines séances, ce qui va permettre de se repositionner à l'achat sur le CAD à un meilleur niveau de prix. Au niveau des indices, au niveau des indices, pareil, les indices, honnêtement, ils sont assez compliqués à trader en day trading. Généralement, les indices, ça revient à trader l'euro-dollar. Si vous regardez le CAC 40 et l'euro-dollar, CAC 40,
à court terme, le CAC 40 et l'euro-dollar sont, il me semble, identiques. Regardez sur une semaine alors. 5 jours. Donc là, CAC 40 sur 5 jours. Et on va superposer avec l'euro-dollar. Regardez. C'est identique. Donc finalement, si vous faites du day trading, sachez que l'euro-dollar ou le CAC ou même le DAX, hein, c'est pareil. C'est pareil. Ils sont drivés par la même chose. Et cette même chose, ce facteur, c'est le spread BTP Bund. Voilà. Il y a deux choses qu'il faut surveiller sur les marchés en ce moment. C'est le spread BTP Bund et les rendements obligataires américains, surtout le 10 ans US. Qui dit 10 ans US haussier, dit marché action sous pression. Pas seulement américain, normalement. On voit que les Américains sont décorrélés de tout. Hein. Ils sont décorrélés de tout. Mais là, on voit, regardez, depuis le début de la séance, le CAC qui chute. C'est pas à cause du spread. Hein. Parce que le spread, vraiment, si on le superpose, le spread est baissier. Donc ça, c'est positif, normalement, pour les actifs européens. Donc c'est pas ce spread qui fait pression là actuellement sur le CAC 40 et l'euro-dollar. C'est le 10 ans américain. 10 ans américain qui inscrit, je rappelle, un nouveau plus haut annuel, plus haut depuis la mi-2011, 3,21% le 10 ans américain. Et donc, marché action européen sous pression et même l'euro et tous les autres devises qui sont normalement, théoriquement, sous pression. Voilà, donc c'est baissier pour les marchés actions européens, pour les actifs européens, même je dirais les actifs européens, quand on a le 10 ans américain haussier ou le spread BTP Bund haussier. Et là, pour le moment, on a ce 10 ans qui est haussier, donc voilà. CAC, DAX, indice européen baissier. Voilà, donc début de mois d'octobre assez compliqué pour ces indices européens, alors que statistiquement, d'un point de vue saisonnalité, le mois d'octobre et de novembre sont les deux meilleurs mois pour les marchés actions. Bon, techniquement, on voit qu'on a un niveau de support qui a été à nouveau payé ce matin. Vous voyez ce niveau de support qui était le plus bas donc de mardi, 5440. On voit que c'est un support depuis le début de la semaine qui tient. C'est un support qui tient, donc voilà. C'est peut-être une zone de prix qui peut intéresser les day traders. Encore une fois, moi je trouve que c'est assez risqué de trader en day trading dans cet environnement de marché assez comment dire dépendant finalement de la situation en Italie et qu'on ne peut pas anticiper. Hein. C'est comme si vous décidiez d'anticiper la guerre commerciale États-Unis-Chine. Vous pouvez avoir des opinions, mais voilà, anticiper. Et encore, États-Unis-Chine, à la rigueur, ça se fait sur du moyen long terme. On voit que chaque vague, chaque set, hein, chaque tension, c'est, on va dire, allez, une fois tous les mois, on a une nouvelle chose qui se passe. Or que l'Italie, bon, actuellement, c'est presque tous les jours, vous voyez. Donc, voilà, à la rigueur, la guerre commerciale fait beaucoup moins peur à trader que la situation en Italie. En tout cas, c'est beaucoup moins compliqué. Ceci étant dit, d'un point de vue technique, encore une fois, 5440, c'est un niveau de support qui est payé depuis le début de la semaine. On voit rebond mardi, rebond ce matin. Donc peut-être que c'est un niveau de prix à payer. Mais encore une fois, moi, j'ai pas d'opinion en day trading dans ce contexte, dans cet environnement qui est assez incertain. La résistance, on le voit, c'est 5500 finalement. 5500, prise de bénéfices et vendeurs qui étaient présents, qui sont manifestés à ce niveau de prix mercredi et également lundi. Donc voilà, 5500 la résistance en day trading, le support à 5440. Le DAX, pareil, on voit que le pivot mensuel, qui est également, vous voyez, presque le plus bas de la semaine, de vendredi, pardon. Donc 12 200, allez, 12 200, c'est le support pas à payer, je dirais, parce que voilà, c'est encore très incertain, mais on voit qu'on a des acheteurs qui sont très présents à 12 200. Et à l'inverse, on a une résistance qui est juste ici, vous voyez, top, 12 375. Donc, si ça peut aider ces bornes, eh bien écoutez, tant mieux. Raymond qui me dit à force de vous écouter tous les jours, je progresse bien, merci. Au moins je ne sais plus pourquoi j'ai pris un trade, etc., etc. Tant mieux. Écoutez, tant mieux, Raymond, si ça vous aide. Moi, c'est mon objectif. Bonjour, selon vous, on considère qu'on sort d'un range au bout de combien de séances ou à partir de quel écart, pourcentage ou point par rapport au minimum et au max du range, s'il vous plaît, doit-on prendre en compte la rupture sur indicateur aussi comme le RSI ou MACD par rapport au niveau de sa ligne de signal. Alors, excellente question. Ça, c'est un sujet éducatif, c'est confirmation d'un signal. Alors, pour répondre de façon très rapide, concrètement, tout dépend de la durée de ce range. Plus le range est long, plus il va vous falloir d'indications. À titre indicatif,
moi, ce que j'aime utiliser, c'est quand on a un range de plus de 3 mois, j'attends davantage de confirmation. Voilà, 3 mois, pour moi, ça met symbolique, c'est un trimestre. Donc 3 mois, davantage de confirmation. Comment on peut confirmer un breakout? Eh bien, soit en attendant plusieurs chandeliers qui soient au-dessus, en dehors de ce range. C'est-à-dire que si on a un breakout pendant un jour et qu'on a eu un range pendant 6 mois, on va attendre 1, 2, 3 chandeliers. Il y a la stratégie des 3 chandeliers. C'est une stratégie très connue. Sinon, on va considérer cette zone, cette résistance, on va attendre qu'un certain pourcentage soit dépassé. Ça peut être de 1 à 3%. Ça peut être de 1 à 3%. C'est-à-dire que voilà, on a le breakout, donc enfin on a la résistance du range, d'accord, et on va faire une zone de 3%. On va faire une zone de 3% de ce prix. Et dès qu'on passe cette zone de 3%, là, par exemple, on va estimer que le breakout est confirmé. Sinon, on a également les indicateurs. Des indicateurs comme le momentum, voilà, le MACD, RSI, etc., qui peuvent confirmer voilà, cette indication. Si par exemple, on a une cassure d'un range, mais que dans le même temps, on a une divergence baissière, c'est pas forcément la meilleure chose. Par contre, il faut savoir que quand on a une cassure d'un range, souvent les oscillateurs sont surachetés et survendus. Et il ne faut pas prendre en compte, enfin, c'est là où c'est compliqué de trader avec l'oscillateur quand on change de temps, quand on change finalement de tendance, quand on passe d'un état de range à un état de tendanciel, si je puis dire. C'est très compliqué d'utiliser les indicateurs des oscillateurs. En tout cas, voilà, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas si finalement c'est un faux signal de breakout, puisque finalement l'indicateur, on a le croisement du stochastique par exemple, ou est-ce que finalement c'est normal puisqu'on est dans une nouvelle tendance. En tout cas, il faut savoir que quand on passe dans cet état de range A en tendance, on a très souvent les oscillateurs qui sont surachetés et survendus. C'est pour ça qu'il faut simplement se contenir aux divergences lorsqu'on a ces breakouts. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Voilà, donc il y a différentes façons de confirmer des signaux. Les plus connues finalement et la plus simple finalement peut-être, c'est d'attendre plusieurs chandeliers en dehors de ce range. Et plus ce range est long, plus il va falloir attendre de confirmation. Bon, donc j'espère que ça vous aidera. Bon, le DAX en tout cas c'est orange depuis le début de la semaine, on le voit, tout comme le CAC, etc. Si c'est pas le spread, on voit que c'est le 10 ans américain qui fait pression. Un gap baissier ce matin, ça c'est à cause du 10 ans américain. Voilà. Normalement on a une corrélation historique entre le marché obligataire, une corrélation positive entre le marché obligataire et le marché action. Ce qui veut dire que dès qu'on a le marché obligataire qui baisse et donc que le rendement du coupon augmente, eh bien normalement c'est baissier pour le marché action. Ce n'est pas le cas pour Wall Street, mais c'est le cas pour le CAC 40 ou les indices européens. On voit que le Bund, regardez si on superpose le Bund, regardez le Bund, voilà, c'est baissier. Donc indice européen sous pression aujourd'hui, tant que le 10 ans américain et que le Bund seront, tant que le rendement du 10 ans américain et du 10 ans allemand seront haussiers, ça fera pression sur le marché action. Pour ce qui est de l'or, bon bah l'or, trader l'or, ça revient un peu à trader l'euro-dollar. Voilà, il y a une grosse influence de la part du dollar. Donc qui dit dollar bull dit gold sous pression. Et là on voit que ce matin le DXY, on va dire respire. Pourquoi? Bien parce qu'on a tout simplement le 10 ans américain qui se stabilise. Alors, le 10 ans américain qui prend que 2 points de base. 2 points de base sur 3,2%, ça fait qu'une hausse de 0,73. C'est pas une hausse de 0,73% qui va impacter le marché. Par contre, hier, lorsqu'on a eu la hausse vous voyez, lorsqu'on a eu cette hausse importante, forcément, ça fait plier les marchés. Dès qu'on a du plus 1 ou du moins 1% sur un rendement, c'est pas ça qui va influencer le marché. C'est comme si c'était un état neutre finalement. Donc c'est pour ça, stabilisation depuis le début de la journée du 10 ans américain, enfin surtout en fait depuis l'ouverture des marchés européens. Si on voit depuis l'ouverture des marchés européens, ce 10 ans, eh bien il est en baisse. Regardez, depuis 7h10 ce matin, 8h10 pardon, heure française, 8h10 ce matin, baisse de ce rendement. Baisse de ce rendement, donc c'est dollar USD finalement qui se retrouve sous pression. Et dans le même temps, on a le 10 ans, 10 ans allemand, le Bund, qui prend 10 points de base, qui prend 5 points de base. 5 points de base par rapport au Bund, c'est plus 10%. Et donc finalement, ça réduit le spread US-Allemagne, ça réduit le spread Italie-Allemagne, et donc c'est bénéfique pour l'euro-dollar.
Voilà, c'est bénéfique pour l'euro dollar. Mais on reste quand même, si on regarde les moyennes mobiles, si on se fie à la tendance des moyennes mobiles à 50 jours, ces moyennes mobiles sont négatifs, donnent une perspective négative pour l'euro dollar, puisque le 10 ans US est au-dessus de cette moyenne mobile à 50 jours, le spread Italie-Allemagne est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, et le spread US-Allemagne est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Oui, 12 175 à conserver en clôture sur le DAX pour ne pas déclencher un momentum baissier. C'est ça, c'est exactement cela. Si on dépasse les 12 175 et qu'on a une confirmation du CAC, si le CAC confirme ce breakout en passant sous les, alors c'était sous les 5440, bon, les marchés européens iront très rapidement retracer une importante partie de cette tendance haussière. Donc voilà, ce sera 38% qu'il faudra viser, ensuite 50. Voilà, donc CAC 40 et DAX. Ouais, d'ailleurs, le DAX a déjà retracé finalement. Alors, retracement de Fibonacci, hop. Il a déjà retracé 38. 50 sont pas loin des 12 200. Donc on ira chercher les 12 000 points finalement. Si on passe sous les 12 189 et que le CAC passe sous les 5 440, CAC, on ira chercher les 5 004 et le DAX, on ira chercher les 12 000. Ouais, donc pour le gold neutre, voilà, tant que l'euro dollar a du mal à être dans vraiment une tendance engagée, précise, je reste neutre sur l'or. Par contre, le pétrole, voilà, pétrole c'est aussi 86 le Brent. Vous voyez qui progresse toutes les séances quasiment. Vous voyez, depuis le breakout qu'il y a eu lundi de la semaine dernière, on n'a eu qu'une séance négative. Donc c'est haussier pour le Brent. Je rappelle, la résistance à surveiller du Brent, c'est 89 dollars. Pas parce qu'on arrive à 89 dollars, encore une fois, qu'il faut shorter le Brent. D'accord? On reste dans une tendance haussière. Par contre, cette zone de résistance nous invite à porter une attention particulière au cours lorsqu'il testera ce niveau de prix. Peut-être prendre une partie des bénéfices pour voilà sauvegarder une partie des gains si vous êtes haussier sur le Brent, mais en aucun cas le shorter. Tant qu'on n'a pas de signaux baissiers, faut pas shorter une tendance haussière. Pour le brut, c'est pareil, on a une confirmation, nouveau plus haut donc annuel, et l'oblique équivalente du Brent qui passe à 89 dollars et sur le WTI vers les 78. Donc vous voyez qu'on y arrive, on y est relativement proche. Donc on pourrait avoir des prises de bénéfices. Mais encore une fois, il ne faut pas shorter ces barils de pétrole tant qu'ils ne sont pas baissiers. Et pour l'euro CHF, alors regardons un peu un tour sur l'euro CHF parce que je sais qu'on était haussier depuis lundi de la semaine dernière. Rappelez-vous, depuis ce niveau de prix, voilà, 1,12 et quelques, pour viser la ligne de coût. Donc là, l'euro qui est sous pression à court terme à cause du 10 ans US et surtout, du spread Italie-Allemagne, qui bien qu'il pèse depuis mardi, si on fait un bilan sur une semaine, eh bien il est haussier. Donc ça fait pression sur l'euro et ça nourrit à l'inverse le franc suisse. Le franc suisse qui est corrélé positivement à ce spread BTP Bund. Donc en fait, pour trader le spread BTP Bund, puisqu'il n'est pas tradable chez aucun broker, je pense, pour trader ce spread Italie, voilà, ce spread-là, si on se met sur 3 mois, d'accord? Si on se met sur 3 mois, on met le DXY et on met l'euro CHF. Donc l'euro CHF en bleu et l'euro CHF oui en bleu et le DXY en vert. Bon, on voit que le DXY a une corrélation extrêmement importante. Mais l'euro CHF également. L'euro CHF, c'est la deuxième devise la plus corrélée, plus corrélée positivement ce spread BTP Bund. Donc voilà, si vous voulez trader en fait le spread BTP Bund, eh bien en fait ça revient à trader le DXY. Vous voyez sur 3 mois, la corrélation est indiscutablement haussière, enfin positive pardon. Elle est indiscutablement positive entre le DXY et le spread BTP Bund. Voilà, donc si vous voulez trader le spread BTP Bund, puisque ce n'est pas possible chez aucun broker, moi je pense, eh bien voilà, vous pouvez trader DXY. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'à court terme, j'ai pas une conviction haussière sur le dollar, parce que on a des signaux encore une fois qui divergent. Le 10 ans US, oui, hier a fortement progressé et a rejoint
le plus haut depuis mi-2011, mais dans le même temps, on a ce spread qui baisse. Et quand on voit cette corrélation qui est, on va mettre un indicateur, comme ça, c'est les chiffres qui vont parler. Corrélation sur 200 périodes. Lorsqu'on a une corrélation qui est à 88% sur 200 périodes sur une temps horaire, honnêtement, voilà, c'est un petit peu risqué, je trouve, de shorter le DXY d'acheter le DXY lorsque ce spread BTP Bund est en baisse, malgré le fait qu'on a le rendement du 10 ans américain qui a tapé un nouveau record pluriannuel. Voilà. Donc c'est pour ça que le DXY, finalement, l'euro-dollar, je donne aucun objectif. Le GBP USD, pareil, à court terme, je reste neutre. Voilà, donc on revient sur cette graphique. Hein. GBP, CHF, Yen surperforme, AUD, NZD continue de sous-performer. Donc voilà, peut-être que le mieux finalement, hein, à court terme, c'est de pas trader le dollar, mais trader des paires croisées et en particulier vendre encore une fois l'AUD et le NZD, qui sont des devises baissières sur la semaine. Donc depuis le début de l'année, ce sont les deux devises les plus baissières. Depuis le début du second semestre, les deux devises les plus baissières également. Depuis le début du quarter, depuis le début du trimestre, les deux devises les plus baissières. Sur un mois glissant, ce n'est pas les deux devises les plus baissières, mais elles sont quand même, vous voyez, elles sous-performent clairement. Sur une semaine glissante, deux devises les plus baissières. Donc vous voyez que finalement, sur du court, moyen, long terme, l'AUD et le NZD, eh bien, elles sont baissières ces devises. Donc voilà. Le mieux peut-être, c'est pas trader les majeurs en ce moment, puisque voilà, on a des signaux qui sont un petit peu divergents entre le spread BTP Bund et le 10 ans US, mais plutôt finalement se positionner sur les paires en AUD et les paires en NZD. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Hein, on a pris un peu plus d'une heure, mais bon, voilà. Merci pour votre attention. J'essaierai de travailler encore sur mon temps. C'est vrai que je parle beaucoup, mais bon, j'essaie de vous donner le plus d'informations possible. C'est vrai que je me répète beaucoup, mais bon. Écoutez, je vais travailler là-dessus. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre attention, pour votre présence. Écoutez, je vous dis à demain matin pour mon prochain point marché. Et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur DailyFX. Je serai disponible. Excellente journée à vous et à demain.